Ben, merci Charline. Et effectivement, donc on va aborder la question de Sustainable AI parce qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'effectivement beaucoup de monde se disait on n'avait pas vraiment le levier d'action. Et spoiler alerte, si, il y en a. L'objectif, ça va être que je vous partage un peu qu'on fasse un petit tour d'horizon de ces bonnes pratiques et de ces outils à mettre en œuvre. Alors pour ça, je me suis penchée sur plusieurs études de plusieurs chercheurs d'universités qui savent un peu de quoi elles parlent, hein, MIT, Université de Carnegie Mellon, Washington, etc. Donc ça va être sympa, vous allez voir. J'ai simplifié au maximum. Avant ça, juste pour replanter un peu le décor, hein, je veux commencer par une histoire que vous connaissez bien tous. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est important de se rappeler que il était une fois une planète nommée la Terre, finalement, avec une atmosphère et un écosystème et un équilibre climatique plutôt bien foutu quand même, parce que ça permet de donner vie à plusieurs millions d'espèces, aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu aquatique. C'est pour ça que je vous ai mis une photo de la banquise avec des nounours, avec des ours polaires trop choupinoursons, et puis une photo aussi du milieu aquatique avec quelque chose que tout le monde connaît bien qui s'appelle les coraux. Vous voyez ces magnifiques couleurs, c'est fabuleux. Et vous, voilà, j'ai mis ces deux images-là aussi parce que vous avez sûrement, forcément entendu parler de l'importance de ces deux piliers dans la stabilité, dans l'équilibre, le maintien de la biodiversité. Hein, vous avez sûrement entendu parler des glaciers, de la fonte des glaces et justement de l'importance des coraux. Alors, ces photos, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles me permettent de démarrer cette petite histoire, mais il y a un petit côté qui est un peu dur, c'est qu'en fait, ça, c'était avant. Hein, voilà, ça ressemblait à ça avant, mais à date, on en est plutôt là. Si vous n'avez pas vu les reportages qui parlent de ça, il y en a un paquet, hein, n'hésitez pas, je vous invite à le faire. Mais on est plutôt sur ça. Alors vous voyez les fabuleuses, les chatoyantes couleurs des coraux, on les cherche hein, sur ma photo. Pour la petite info, ça c'est une photo qui a été prise par les chercheurs de l'université de Queensland en Australie. Et en gros, concrètement, c'est quoi? C'est une partie de la barrière de corail en Australie. Voilà. Donc, il n'y a pas de couleur, c'est blanc, c'est gris, c'est mort concrètement. C'est en train de mourir, c'est même déjà bien amorcé. Et là, sur la photo de gauche, vous voyez que notre ami l'ourson, il est un peu en galère, si je puis dire, parce que son habitat naturel est en train de fondre, et donc sa survie est clairement menacée, comme celle de beaucoup d'autres espèces. Voilà, je rentre pas dans les détails de l'impact de tout ça, etc., parce qu'il y a plein de gens dont c'est le métier qui font mieux que moi. Mais en gros, l'idée, c'est juste de dire, voilà, pourquoi on parle, remettre un petit peu une couche, pourquoi on parle de sustainable, de green, etc. Parce que c'est important, parce que finalement, les causes de l'état de ces deux photos, on les connaît tous en fait. Hein, c'est la pollution, le réchauffement climatique qui en découle, et comme on l'aura compris, l'impact de l'activité humaine sur le climat, et plus précisément la quantité d'émissions de dioxyde de carbone liées à l'activité humaine. Euh, et justement, ce que j'ai fait, c'est que pour que ça soit un peu plus clair, j'ai mis quelques chiffres. Donc là, sur ce graphique, vous avez quoi? Vous avez un comparatif entre les émissions de CO2 générées par la consommation courante d'un Français moyen sur un an, ou le cycle de vie complet d'une voiture thermique, et puis une comparaison avec l'entraînement d'un modèle NLP de type GPT-3, pardon. Alors, petit rappel, NLP, ça veut dire Natural Language Processing en anglais. En français, ça veut dire traitement naturel du langage. Et concrètement, c'est une branche de l'IA qui s'attache à interpréter littéralement ce que les humains disent ou écrivent à la machine. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire que c'est une branche qui travaille sur le fait que la machine puisse comprendre ce que l'humain va dire dans son langage humain, donc dans son langage naturel, c'est-à-dire avec des mots et des phrases, et une syntaxe et une grammaire, et pas en langage machine ou en langage codé comme on le fait en programmation. Voilà, donc c'est ça le NLP. Et puis GPT-3, qu'est-ce que c'est? À date, c'est l'algo de NLP le plus gros et donc le plus performant en génération de texte. Donc fatalement, il est gros, il est performant, il prend beaucoup de paramètres pour fournir des résultats, et fatalement, il est relativement coûteux et consommateur d'énergie.
Donc comme vous le voyez de manière très flagrante, l'écart de comparaison est relativement colossal. Et c'est justement pour ça qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont posés sur le sujet. Alors juste pour mieux visualiser, hein, si les graphiques ça vous parle pas trop, voilà une petite représentation vulgarisée de l'écart qu'on avait juste avant, qui dit que finalement l'entraînement de cet algo ou d'un algo de ce type-là, c'est l'équivalent de 6 cycles de vie complets de voitures thermiques, et puis 24 Français moyens sur un an. Voilà, c'est quand même pas rien. C'est quand même un peu rouge finalement. Et comme je vous le disais, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ont commencé, enfin de chercheurs en NLP, donc dans ce domaine-là, commencé à se poser la question de comment essayer de faire en sorte que ça soit moins, que les algos consomment moins d'énergie, parce que le constat était pas génial. Et d'ailleurs, première étape, finalement, hein, d'ailleurs, Assim le disait dans la session juste avant, pour pouvoir travailler sur la réduction de la consommation d'énergie, on a d'abord besoin d'essayer d'avoir une idée de cette consommation et de ce que les algos consomment. Donc, effectivement, les chercheurs ont fait quelques comparatifs. Donc là, vous le voyez de manière très claire sur le graphique que j'ai pris de l'étude GreenAI. Là, vous avez l'historique sur 15 ans. Donc, ce que vous voyez, c'est que finalement, il y a une quinzaine d'années, les algos étaient plutôt green, dans le sens où ils étaient relativement peu coûteux. Mais on sait aussi qu'ils étaient relativement moins performants que ce qu'on a à date, qui nécessitaient moins de pétaflops. Donc, pétaflops, c'est le nombre d'opérations effectuées pour l'apprentissage. Et qu'au fur et à mesure du temps, ça a tout simplement augmenté. Et que typiquement, la dernière version de l'AlphaGo 0, qui est, vous savez, l'algo pour le jeu de Go, qu'on consomme énormément d'énergie. Donc, nos amis chercheurs, comme je vous le disais, se sont penchés là-dessus. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils nous disent qu'il y a, donc la bonne nouvelle, hein, toujours spoiler alert, c'est qu'il y a toujours des choses, enfin on sait qu'il y a des choses à faire. Mais avant, je reviens très brièvement sur un point que mentionnait Assim également, c'est qu'on sait que si on veut effectivement pouvoir faire baisser un indicateur ou faire baisser une consommation, il faut d'abord en priorité être capable de la mesurer avec précision. De mesurer avec précision finalement la consommation d'énergie qui est utilisée. Et puis ensuite, de la traduire en émissions carbone, ou du moins de fournir une estimation de cette consommation en émissions de carbone. Et concernant le sujet de l'IA, c'est pas forcément simple. Alors, je sais pas si c'était mentionné avant, mais on peut quand même le dire ici. C'est pas forcément simple concernant le sujet de l'IA parce que, en fait, une machine peut entraîner plusieurs modèles simultanément, déjà. Donc ça veut dire que pour faire votre mesure, vous allez devoir essayer de démêler quel modèle utilise quelles ressources et à quelle hauteur, donc au niveau de la machine. Pas forcément simple, ok. Et puis ensuite, il y a une autre chose qui est à prendre en compte, c'est que une même session d'apprentissage peut utiliser plusieurs briques communes de votre infrastructure ou de votre plateforme. Voilà, typiquement, je pense au stockage de données. Voilà, une même brique de stockage ou un même dispositif de stockage est susceptible d'être utilisé par plusieurs sessions d'apprentissage. Donc, ça devient un petit peu coton à mesurer, et c'est pour ça que ce qui est cool, c'est que on a des outils de mesure qui sont disponibles en ligne et qui ont été mis à disposition par des chercheurs en NLP. Donc là-dessus, je pourrais vous donner les liens au besoin à la fin de la session. Mais c'est déjà une bonne nouvelle. Après, c'est pas, vous avez compris, hein, c'est pas au millionième enfin, la consommation est pas forcément méga fine, mais on a déjà des indicateurs qui sont quand même assez précis, et ça, c'est plutôt sympa. Et après, il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que dans le il n'y a plus qu'à, il faut surtout voir qu'on a 4 niveaux d'action qui sont possibles. On va pouvoir agir au niveau du dataset, de l'apprentissage, des inférences et du hardware. Évidemment, l'objectif, c'est de se dire qu'on essaye d'agir sur ces 4-là. C'est-à-dire qu'on essaye d'agir sur le dataset et l'apprentissage et les inférences et le hardware. Pas essayer de dire
Moi, j'en prends un au pif et puis voilà, ça me convient. Typiquement, ce qu'on peut faire concernant le dataset, dans un premier temps, ça va être de normaliser et pré-traiter les données. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on cherche à avoir le moins de données et donc le moins de stockage, parce que on sait que c'est le stockage qui est consommateur. On sait que en gros, le but, c'est d'éliminer ce qui n'est pas utile. Donc, dans le dataset, hein, évidemment. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des outils qui nous permettent de limiter le nombre de colonnes utilisées dans un dataset et entre guillemets, d'indiquer les colonnes les plus importantes. On peut le faire à la main si on veut, mais on a des outils qui nous permettent de le faire. J'en parlais là, il n'y a pas longtemps avec une collègue. On parlait de l'outil PCA, si vous connaissez. C'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. Pour les images, c'est super intéressant parce que pour les images, on peut aussi les redimensionner. Si vous savez que l'algo, il fonctionne très bien sur des tailles d'images inférieures ou sur une résolution inférieure, c'est pas utile de garder votre image en 4K ou en HD. Ou alors, voilà, enfin, il y a peut-être une diminution à faire. Toujours dans cette idée de diminution, il y a certains algos, on le sait, qui fonctionnent mieux en nuances de gris. Donc ne pas hésiter à prendre l'image en couleur et à la convertir en nuances de gris. Attention par contre à toujours bien garder la donnée brute, que ce soit pour des contraintes légales ou par sécurité, tout simplement, si vous avez besoin de réentraîner votre modèle ou de procéder à tester avec un dataset différent ou un dataset construit différemment, vous aurez plus de facilité à le faire avec vos données brutes non altérées. On peut aussi faire des choses, c'est aussi le cas pour la vidéo, on peut faire ça pour les flux vidéo. Pourquoi? Parce que en fait, il y a certains cas d'utilisation où on sait que typiquement l'œil humain ne va pas forcément s'attacher aux détails. Concrètement, quand on veut se rapprocher du fonctionnement de l'humain, vous connaissez le cas, le conjoint ou la conjointe qui cherche un objet et qui ne le trouve pas alors qu'il est devant ses yeux. Ben voilà, il y a des fois des choses que le comportement humain n'est pas forcément focalisé sur autant de détails. Donc, vous pouvez très bien vous permettre de retirer certaines frames dans la vidéo et de garder que des frames qui comportent les détails en question sur lesquels il faut se focaliser et d'enlever tout le reste autour. Pour continuer, vous avez la stratégie de stockage des données. Alors, la stratégie de stockage des données, faut voir ça comme de l'archivage. En gros, l'idée, c'est de se dire, je sais que, typiquement, les données brutes. Voilà. Les données brutes, vous savez que vous avez besoin de les garder, mais vous n'avez pas forcément besoin de les utiliser tous les jours à une fréquence hyper importante. Donc, typiquement, vous pouvez les archiver. Et puis, à ce moment-là, les ressortir que si vous en avez besoin. Il y a plusieurs outils qui permettent de le faire, enfin, plusieurs briques qui permettent de faire ça. Sur AWS, j'avais vu, il y en a une qui s'appelle Glacier, en fait, qui vous permet de dire, en gros, la donnée est stockée sur un support qui est moins coûteux, donc par exemple une bande magnétique. Et finalement, l'avantage, c'est que vous avez moins de coûts d'énergie, vous allez avoir besoin de moins d'énergie quand vous allez pour stocker cette donnée pour l'archiver. Mais par contre, l'inconvénient, fatalement, c'est que vous sacrifiez un petit peu du temps de lecture. C'est un peu la différence entre justement la bande magnétique et le stockage SSD sur disque dur SSD. Vous allez avoir besoin de plus de temps pour aller chercher cette donnée, mais c'est pas hyper grave parce que vous êtes quelqu'un de sympa et que vous voulez pas générer de surcoûts énergétiques dans votre système. Donc, vous pouvez vous permettre d'archiver les données de cette manière. Je m'étale pas plus parce que sinon je vais passer trop de temps sur ce sujet-là, mais c'est très très intéressant. J'ai pas vu si la brique équivalente côté Microsoft, mais nul doute que si c'est pas fait, ça doit être dans le pipe de leur côté. Je m'inquiète pas pour ça. Enfin, troisième point qui est super important, là, c'est le versionning des datasets. Le versionning des datasets, c'est exactement la même idée que le versionning de code source sur GitHub. C'est de se dire, je vais pas, si j'ai juste une ligne à ajouter, ou même si j'ai juste des lignes à ajouter dans mon dataset, dans mon fichier,
ben, je vais pas m'amuser à dupliquer mon fichier pour rajouter 3 lignes et à faire V0, V1, V2, V3. Je vais juste avoir des versions avec un système de versionning qui va me permettre d'ajouter le delta entre l'original, la version originale et la V1 que je viens de créer, tout bêtement. Donc ça, c'est super sympa. Et franchement, c'est pas forcément méga. Voilà. Je reste persuadée que c'est pas forcément méga coûteux en temps d'essayer d'agir sur ces éléments-là. En tout cas, c'est une bonne chose de savoir que ça existe. Un cas bien particulier sur lequel on peut se poser des questions aussi, et je le sais parce qu'on me l'a demandé récemment. On m'a dit, Edwige, ouais, mais dans le cas du edge computing, finalement, est-ce qu'il y a aussi des choses à faire? Est-ce que tu vois des choses qu'on pourrait faire pour, entre guillemets, agir sur le dataset, mais appliqué au edge computing. Alors, edge computing, je fais un rappel dessus si ça vous parle pas comme ça. En fait, edge computing, l'idée, c'est de dire, au lieu de laisser le module d'IA ou le programme d'IA ou l'application d'IA tourner exclusivement sur mon serveur ou sur ma plateforme, on va dire au cœur de mon data center ou au cœur de mon système, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un peu d'intelligence dans mes périphériques, dans les devices, pour faire en sorte de, pour certaines choses. Alors pourquoi par exemple? Eh ben pour filtrer ou pré-traiter les données brutes. Toujours pareil, les données que je sais que je ne vais pas utiliser, est-ce que ça a du sens de les remonter dans mon système? Ça fait consommer de la bande passante, ça fait consommer potentiellement du trafic cloud si je suis dans le cloud, etc. Et de toute façon, ça me fait consommer de l'énergie. Pas utile. Donc, en fait, à ce moment-là, ça veut dire sur mon device, je peux avoir un petit programme, un petit module qui tourne et qui dit cette donnée-là, j'en ai pas besoin, je l'envoie pas. Cette donnée-là, par exemple, j'ai besoin de la pré-traiter, donc je la complète. Ou éventuellement, je l'enrichis d'une autre manière, avec une agrégation de données, d'une autre donnée brute ou de quelque chose de ce genre. Et à ce moment-là, je la remonte. Effectivement, c'est déjà plus sympa si vous pouvez enrichir les niveaux dès la source, plutôt que de le faire par le système, on va dire, central. En sachant que, attention, n'oubliez pas, la donnée brute, ça a quand même peut-être du sens de la garder, à voir si c'est pertinent ou pas, hein, stratégie de stockage, etc., stratégie de gestion des données. Et puis, à ne pas oublier aussi que ça a du sens de favoriser le cold pass plutôt que le hot. Je ne m'étendrai pas sur les détails de la différence entre les deux parce que là, on touche un peu à l'IoT. Mais en gros, cold pass, hot pass, l'idée, c'est de dire, les données qui sont dites hot, je sais que c'est des données qui sont très critiques et j'ai besoin d'alerte en temps réel, j'ai besoin d'un vrai flux temps réel sur ça. Alors, je l'ai fait passer par une brique, par un ensemble de briques bien précises. Par rapport au cold pass, donc ensemble de briques bien précises, plus temps réel, vous vous doutez que c'est coûteux, en général, hein, fatalement. Et plutôt que le cold pass, et justement, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux favoriser le cold pass dans la mesure du possible, bien évidemment, parce que le cold pass, l'idée, c'est que vous utilisez des briques moins coûteuses. Ou forcément, donc du coup, fatalement, vous avez peut-être pas la notion de temps réel, vous avez plus la notion de traitement par batch en différé, par exemple, la nuit éventuellement, qui peut se faire. Mais c'est vrai que on recommande d'être super sensible à ça et d'essayer de favoriser le cold plutôt que le hot. Vous pouvez aussi agir, comme on disait, pour enchaîner davantage sur la partie apprentissage. Alors là, j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes. Et je crois qu'Assim l'a dit en plus, donc ça tombe bien parce que j'ai pas eu le plaisir de le rencontrer, mais en fait, on est super d'accord, c'est top, on s'est même pas concerté. Mais en fait, la première chose, c'est de savoir ce qu'on fait. Parce que concernant l'apprentissage en profondeur, et même moi, hein, quand je connaissais rien à l'IA, je faisais, je pense, un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire je testais des trucs au hasard, et puis finalement, vous testez des trucs au hasard, au bout d'un moment, ça finit par marcher. Bon, mais c'est quand même pas top, en fait, de faire ça. C'est mieux de, déjà, dans un premier temps, vraiment s'intéresser, bien se documenter sur les concepts, et puis pas hésiter à les réviser, à les relire, bien voir les avancées qu'il y a dessus, pour justement éviter ces tests hasardeux, parce que finalement, c'est bien parce que ça permet d'expérimenter, j'en conviens. Et le problème, c'est que là, vous consommez beaucoup d'énergie. Et en plus, potentiellement, quand on fait des tests hasardeux,
c'est surtout le majeur problème, c'est surtout que c'est finalement inutile parce que, potentiellement, on perd plus de temps qu'on en gagne et en plus on surconsomme, donc c'est pas terrible. Voilà, je vous invite à pas le faire. Ou en tout cas, bien savoir ce que vous faites. Un autre point aussi, qui est important, c'est que, il faut pas hésiter à accepter de sacrifier de la précision. C'est-à-dire que ça a pas forcément de sens de vouloir à tout prix avoir une accuracy de 0,0001. Alors oui, hein, le challenge intellectuel peut être super, mais au-delà de ça, c'est pas dit que ça soit hyper rentable et qu'en plus, enfin, en termes de coûts, toujours pareil, et de performance énergétique, c'est pas certain que ça soit utile. Voilà, là encore. Le cas typique, ou alors ça peut être utile d'utiliser un autre algo. Là encore, toujours pareil, quand on sait ce que l'on fait, c'est plus simple de s'en rendre compte. Typiquement, c'est préférable de, voilà, pour vous prendre un exemple concret, bah, ça va être préférable de prendre un arbre de décision avec quelques arbres plutôt qu'un random forest avec 200 arbres. Voilà, c'est un gain de temps, gain de performance, donc gain d'énergie, effectivement. Et puis enfin, faut pas hésiter à réutiliser les modèles existants. Là encore, j'en parlais dans ma petite vidéo sur Twitter récemment. Faut pas hésiter à bien se documenter. Alors, faut surtout éviter de ne pas réinventer la roue. Voilà, éviter de réinventer la roue parce que vous pouvez essayer de faire mieux que le modèle qui a été mis à disposition par le MIT ou par plusieurs chercheurs, mais quand même, globalement, dans la mesure où ils sont plutôt pas mauvais et qui sont plutôt bons, ça a du sens, voilà, de réutiliser le modèle qui a été mis à disposition. Mais justement, pour réutiliser les modèles qui ont été mis à disposition par l'univers de la recherche ou par d'autres personnes, là encore, il y a des choses qui peuvent être améliorées du côté du côté des personnes du monde de la recherche qui fournissent potentiellement un certain nombre de choses, qui mettent à disposition des ingénieurs ou des utilisateurs comme nous un certain nombre de choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils en sont conscients eux-mêmes. Pardon. J'ai trouvé ça plutôt cool parce que eux-mêmes, au niveau de la recherche, sont conscients qu'il y a potentiellement des axes d'amélioration qui sont parfois les mêmes que les nôtres, comme par exemple mieux comprendre l'apprentissage en profondeur. Et voilà, bon, les chercheurs savent comment l'apprentissage en profondeur fonctionne, il n'y a pas débat là-dessus, mais ça a du sens pour eux d'aller plus loin sur le pourquoi du comment ces connexions neuronales se font de cette manière et pourquoi celle-ci, etc. Ils sont également conscients que ça a du sens, justement, pour permettre aux gens de réutiliser les modèles existants, que ça a du sens de mettre l'accent sur la reproductibilité. Parce que effectivement, souvent, les résultats des recherches sont partagés, mais le code ne l'est pas toujours. Ou alors, il n'y a pas la doc qui va avec. Donc, il y a des gens qui ça laisse sceptiques et qui, du coup, effectivement, ne veulent pas réutiliser les modèles existants parce que ça leur parle pas ou que c'est pas assez, il y a pas assez d'informations sur le sujet. Donc les chercheurs sont conscients qu'il y a un effort à faire là-dessus. Et puis enfin, l'autre point dont ils sont conscients, c'est que en fait, finalement, on devient de plus en plus nombreux à travailler sur ces sujets et que ça aurait du sens qu'il y ait potentiellement une participation externe, que ça soit possible d'ouvrir l'univers ou de la technologie aux participations externes. Voilà, bon, sous réserve d'un éventuel process, je suppose, mais en tout cas, potentiellement, ça ferait plusieurs personnes qui travailleraient ensemble et comme on le sait si bien, on va plus loin à plusieurs que tout seul ou que vous avez compris l'idée. J'enchaîne quand même sur les inférences. Ça, c'était pour la partie apprentissage, parce que on aurait tendance à croire que il n'y a pas forcément d'optimisation ou il n'y a pas forcément moyen d'alléger, moyen de faire levier sur la partie inférence. Et en fait, là encore, ça reste possible. Et on a deux choses. On va dire, on a deux briques. On a des actions au niveau de deux briques. Dans un premier temps, déjà, le modèle. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des briques et il y a des outils qui existent qui nous permettent de simplifier le modèle entraîné. Alors, une fois qu'il a été entraîné, donc a posteriori, mais en gros, ça permet de le simplifier ou l'alléger. Je mets des guillemets avec les mains en plus, volontairement parce que voilà, je rentrerai pas dans les détails, c'est
a priori, entre guillemets, de la simplification de calcul matriciel, où on fait pas de la simplification, mais du précalcul, des précalculs matriciels qui sont effectués par l'outil. Là-dessus, j'avais vu, il y avait encore une brique d'AWS, SageMaker Neo. Promis, je fais pas de pub pour AWS, c'est pas ma faute. Et puis, il y avait aussi TensorRT d'NVIDIA, qui était plutôt pas mal. J'ai des copains qui l'ont testé, ça marche plutôt bien. Côté librairie, ce qui est possible de faire, c'est que typiquement, là, on est dans la partie inférence. Donc, on sait que typiquement, les librairies ou les versions des librairies avec toutes les fonctions de calcul et d'apprentissage, on n'en a pas besoin. Hein, on a juste besoin des fonctions qui nous permettent de faire nos inférences. Donc, typiquement, autant privilégier des versions plus light. Et en fait, en cherchant un petit peu, je voyais qu'il existe des versions dites serving des librairies framework. Et en fait, c'est serving, ça veut dire quoi? C'est juste un terme pour dire qu'elles sont dédiées aux inférences et que vous avez juste le strict nécessaire pour vos inférences, pas tout le reste. Donc, mine de rien, ça allège, hein, là encore, potentiellement, ça allège l'ensemble. Et donc, ça allège fatalement le coût énergétique, vous l'aurez compris. Typiquement, pour vous donner un exemple concret, sur PyTorch, j'avais un outil qui s'appelait TorchServe. Et sinon, point très important, il y a autre chose aussi qu'on peut faire, c'est que parfois, en fonction du device, en plus, ça fonctionne plutôt bien, on peut descendre... on va dire, on peut privilégier une version du framework ou de la librairie qui est dans un langage plus bas niveau, comme le C++ par exemple. C'est le cas de MXNet qui propose justement de descendre, entre guillemets, descendre en C++ pour, pour les inférences. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, je disais qu'en fonction du device, le point précédent peut être vraiment cool. Ça me permet aussi de vous parler un petit peu plus du device parce que là encore, au même titre qu'on n'a pas besoin d'un SUV ou d'un 4x4 pour faire des trajets citadins ou urbains, là encore, c'est pas utile de surdimensionner le device. C'est-à-dire que ça a du sens de prendre le nécessaire et pas plus que le nécessaire, si vous voulez, pas forcément nécessiter de sortir un avion de chasse. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de dire, on a eu peut-être besoin d'un GPU pour l'apprentissage, ok, ça a du sens de d'avoir besoin de la puissance de calcul pour l'apprentissage, sous réserve qu'on soit quand même attaché à utiliser les leviers qui vont bien. Mais par contre, pour l'inférence, en fait, on sait qu'un CPU peut être suffisant. Si ça peut faire l'affaire, ne prenez pas plus gros, entre guillemets, ou plus performant. En informatique, j'ai souvent entendu qui peut le plus, peut le moins. Oui, clairement, mais si c'est pas utile, ne le faisons pas. Voilà, ça sera trop coûteux et en plus, potentiellement même d'un point de vue financier, je vois le cas comme si on parle de machine virtuelle dans le cloud, c'est pas utile d'aller chercher la machine virtuelle avec je ne sais combien de cartes Tesla, de cartes graphiques Tesla si vous n'en avez pas besoin. Vous avez compris le message. Après, ça revient, justement, là je parle de cartes graphiques, donc on peut parler aussi de composants. Hein. On sait que de toute façon, il y a du travail à faire pour améliorer la performance des composants matériels, c'est-à-dire, mais au sens, à performance égale, rendre les composants moins coûteux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenir une consommation énergétique stable et augmenter les performances, ou alors maintenir une consommation, enfin diminuer la consommation énergétique pour le même niveau de performance. Ça, on le sait, il y a du travail à faire là-dessus, il y a tout un tas d'entreprises et de labos de recherche qui continuent à le faire, mais attention aussi à nous de bien choisir les composants, de prendre des composants qui sont bien adaptés. Là encore, c'est pas utile, comme je vous disais, GPU, CPU, choisissez bien. Voilà. Et puis, au-delà de la puissance du matériel, il y a aussi les options qui vont avec. Alors là, on arrive, on descend un peu plus au niveau de l'électronique, donc je m'y attarderai pas. Mais il y a un certain nombre d'options au niveau du composant dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc là encore, n'hésitez pas à bien vous documenter, à vous dire bon, non, c'est pas forcément utile, voilà. Ou alors, oui, j'en ai besoin et dans quel contexte. Voilà.
Et puis enfin, le dernier point qui est quand même très bête, mais comme ma grand-mère disait quand j'étais petite, éteins la lumière, c'est pas Versailles ici. Et ben c'est la même chose en fait. Une fois que les ressources que vous enfin, il faut bien penser à libérer les ressources inutilisées. Donc que ça soit les machines, que ça soit les services logiciels, que ça soit voilà, peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous mettez derrière le mot ressources, n'oubliez pas de bien libérer les ressources qui ne sont pas utilisées. De toute façon, ça va pas être compliqué, hein. Si vous faites entre guillemets la bêtise ou l'erreur de ne pas éteindre une machine virtuelle avec un certain nombre de cartes Tesla dessus, vous allez vite le sentir passer au niveau de la facture. Donc, et j'ai envie de dire, à la limite, c'est déjà un indicateur parlant. Mais ça nous permet d'avoir un bon rappel là-dessus. Mais typiquement, bon, je dis ça parce que je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, hein. 1 800 € la facture, ça pique. Mais concrètement, voilà, c'est encore du bon sens. Un certain nombre des bonnes pratiques que je viens de vous dire sont essentiellement du bon sens. Mais voilà, faut pas se laisser emporter par les mauvais réflexes ou les mauvaises habitudes. Faut bien penser à ce genre de choses. Sur les machines virtuelles, on a la possibilité de planifier des extinctions automatisées. Par exemple, j'éteins ma VM tous les jours à 18h. Ça, c'est pour les cas où on est dans le cloud. Et vous avez un certain nombre d'autres possibilités. Vous pouvez killer des services dans le système d'exploitation qui sont pas utilisés. Vous pouvez, voilà, il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire. Voilà. Et enfin, dernier point qui est intéressant côté hardware. Donc, ce slide est super parce qu'il me permet de positionner une magnifique photo de vache. Donc c'est quand même pas rien. Et non, bref, blague à part. Le dernier point qui là encore peut sembler du bon sens, mais être du bon sens, mais trop peu de monde le fait, c'est de dire finalement d'un point de vue hardware, ce qui est fondamental aussi, c'est de se renseigner un peu sur les énergies renouvelables et éventuellement, non, si possible, de privilégier des localisations où vous savez qu'il y a de l'énergie renouvelable qui est utilisable. Que ça soit pour votre propre data center ou que ça soit pour choisir le fournisseur de cloud pour lequel vous voulez, avec lequel vous voulez travailler. Il faut savoir qu'il y a des data centers, des régions, des géolocalisations dans le monde où il y a une utilisation d'énergie renouvelable plus importante que dans d'autres parties du globe. Je vous partagerai à la fin, si vous le souhaitez, si j'ai un peu de temps, le lien qui permet de voir ça, parce que j'ai découvert un petit outil en ligne très sympa qui est open source et qui permet de voir justement la quantité d'énergie renouvelable et puis les émissions de carbone, de CO2, dioxyde de carbone, pardon, en temps réel pour les différents pays dans le monde. Ça s'appelle electricitymap.org et c'est plutôt pas mal. Bref, ce qui est important de retenir, c'est que si vous êtes sensible et si vous voulez faire du sustainable AI et tendre vers du green AI, ce qu'il faut, c'est vraiment jeter un œil à ces énergies renouvelables et vraiment opter pour des géologues ou des régions du monde où vous savez que c'est possible. Après, vous allez me dire, et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, attention quand même quand vous faites ça à deux choses. Déjà, d'un point de vue légal, vérifiez bien que vous avez le droit, si vous optez pour une région qui n'est pas la France et que vous êtes en France par exemple, vérifiez bien que d'un point de vue légal, vous avez le droit de faire sortir les données en dehors de France. Typiquement, je pense au domaine de la santé, c'est très très compliqué parce que finalement, les données de santé relatives à cet univers-là ne peuvent pas être sorties de la France et ça peut poser problème. Donc après, c'est pareil, vérifiez bien là aussi parce que si l'entreprise avec laquelle vous travaillez, votre client, votre boîte, ou si on est dans un contexte où vous avez un réel intérêt à faire baisser l'empreinte carbone de votre projet ou de votre solution, pensez bien à vérifier si vous avez besoin si vous pouvez, je veux dire,
à interdiction, ça dépend de vos priorités. Voilà. Si vos priorités, c'est l'intégrité de vos données et qu'elles doivent à tout prix rester en France parce que sinon, il y a un aspect légal qui est beaucoup trop compliqué pour vous, effectivement, il n'y a pas débat. Mais après, dans certains cas, on peut se rendre compte que c'est pas forcément, dans certains cas, on n'a pas forcément cette priorité et ça a du sens de faire le petit effort d'opter pour un data center d'une autre zone. Voilà. Et puis enfin, deuxième inconvénient qu'il peut y avoir, que vous pouvez rencontrer, c'est peut-être des problèmes de latence. Soyez vigilants là-dessus parce que entre les régions, entre les différentes régions, par exemple, je sais pas, dans Microsoft Azure, la région est des États-Unis, alors que vous, le reste de vos autres briques Azure sont situés en West Europe, vous pouvez avoir des petits coups de latence, voire des surcoûts de facturation entre les deux. Donc attention à ça. Après, c'est pareil. À voir là-dessus, je vous laisse aller voir sur l'outil que je vous indiquais tout à l'heure, si effectivement il y a des énergies renouvelables présentes dans la géolocalisation que vous visez. Voilà. Et du coup, juste pour finir, voilà, pourquoi j'ai mis ces photos-là? Parce qu'en fait, vous allez me dire, elle a mis une vache, elle se fout de nous. Non, en fait, c'est juste parce que j'étais pas au courant du tout. Voilà, c'était la petite confession du jour. J'étais pas au courant enfin, je connaissais pas très bien la notion d'énergie biomasse, où en fait il s'agit d'utiliser le méthane obtenu par la décomposition de la matière organique, notamment par exemple des compositions de matière organique issues de nos amis bovins, et qu'en fait, ben voilà, cette décomposition génère du méthane et que ça peut effectivement contribuer à une source d'énergie. Donc quand je vois la quantité de vaches qu'on a en France, il y a des choses à faire. Voilà, c'est tout, tout ce que je voulais dire. Je termine avec une petite note humoristique. Et voilà.